Un grand direct de la santé ancré dans l'actualité ce matin. Après la canicule, on a décidé de s'intéresser à cette période post-attentat. Après le drame de Nice, on s'est rendu compte avec ce nouveau drame que la fréquence de ces attentats allait devenir de plus en plus fréquente. Malheureusement, les autorités l'ont répété. On compte 230 personnes victimes en 18 mois en France, avec un danger venant de partout. On l'a bien compris désormais, un danger venant d'inconnus. Alors face à ça, difficile de continuer à être serein sur l'avenir. Et pourtant, on va essayer de s'intéresser ce matin à l'avenir et de se projeter avec un petit peu de positivisme. Sabrina Philippe, vous êtes notre psychologue. On essaye de comprendre ce matin comment est-ce qu'on doit se comporter désormais au quotidien et comment continuer de vivre sans avoir peur. Oui, alors il faut comprendre quelque chose, c'est que en fait, des actes terroristes entraînent deux types de violences et donc deux types de peurs différentes. C'est-à-dire qu'on a tout d'abord une violence qui est aiguë, qui est traumatique au moment de l'événement même. Et puis, et c'est ça qui est compliqué, c'est cette peur et cette violence qui va être ensuite sourde et qui va être diffuse. Et comment elle va se transmettre à chacun de nous, c'est finalement cette petite question qu'on ne se posait pas avant, qui va vous dire dans votre tête, est-ce que je suis en sécurité sur cette terrasse, qu'est-ce que c'est que cette voiture qui s'arrête là, pas loin et qui reste, qu'est-ce que c'est que ce sac qui est posé par terre. On a de la suspicion. Voilà, c'est ces petites questions en fait que tout le monde se pose, que tout le monde est touché par ça. C'est diffus, c'est là. On n'en parle pas forcément à son voisin, mais ça ne peut pas quitter votre esprit de vous dire c'est quoi ce sac là-bas qui bouge pas. Et c'est ça aussi, finalement, cette peur diffuse et cette peur sourde, et c'est ça le terrorisme. Donc c'est ça, c'est envers finalement ces petites phrases qu'il va falloir aussi lutter pour continuer à mener une vie normale. Le terrorisme, c'est instaurer de la terreur dans un pays. C'est instaurer de la terreur, et c'est une insécurité lancinante, justement, qui va amener les personnes de plus en plus à fuir les grands événements, alors que ce n'était pas le cas avant, et on l'a vu justement. Donc pour le combattre, ne pas céder à cette pression. On l'a vu avec l'Euro pour le foot, où ça n'a pas échappé de dire pourvu qu'il ne se passe rien, notamment dans la fan zone, pourvu que... C'est vrai que c'était dans l'esprit de tout le monde. Exactement, c'était dans l'esprit de tout le monde. Donc, et puis jusqu'à maintenant, en plus, la province, c'est vrai, était plutôt épargnée, on pensait plutôt à la capitale, et là, avec ce terrible événement, on se dit qu'en effet, c'est partout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur qu'on ressent, elle fait appel à des peurs plus profondes qui sont ancrées en chacun de nous. Et c'est aussi, et c'est pour ça que vous parliez d'amalgame, et ça c'est important, c'est la peur de l'étranger aussi, c'est la peur de tout ce qui nous est étranger. Tout ce qui nous est étranger nous fait peur. Donc on a cette peur de se dire il y a quelqu'un d'étranger qui va potentiellement aussi nous faire du mal. Et ça, c'est une peur profonde, c'est une peur qui est ancrée, c'est une peur primitive que l'on a tous. Et c'est cette peur-là aussi qui se réveille en disant il y a donc des personnes qui nous voudraient du mal et qui nous sont étrangers. Donc ça, c'est à comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est inné et qui nous permet aussi la survie. Si on n'avait pas cette peur-là en nous, on n'aurait pas pu survivre à travers les siècles, bien sûr. Comment résister aujourd'hui alors ? Alors, l'idée, c'est de... Évidemment, les personnes qui continuent aussi partout à sortir au restaurant, à aller dans des concerts, ça c'est important. Il faut continuer à vivre, bien entendu. Il faut essayer de rationaliser. Il y a deux mouvements à avoir. C'est déjà rationaliser parce que, vous savez, les réseaux sociaux aussi entraînent évidemment cette panique, on le sait. Et cette panique qui pourrait faire croire aussi qu'il y a des attaques à chaque coin de rue. Ce n'est pas le cas. Ce sont des événements encore aujourd'hui, heureusement, qui restent isolés et ponctuels. Donc, il n'y a pas d'attaque à chaque coin de rue. Et c'est ça aussi la rationalisation. Bien sûr, on ne sait pas quand ça peut arriver. Ça, personne ne peut le prédire. On peut comprendre que certaines personnes, par exemple avec des enfants, évitent les rassemblements populaires en ce moment. Mais ça, faut aller contre ça, finalement. Je crois qu'il faut savoir raison garder. C'est-à-dire qu'en effet, alors il y a des mouvements à éviter aussi avec de jeunes enfants, tout simplement parce qu'il y a toujours des mouvements de foule possibles, quoi qu'il arrive. On l'a vu aussi dans la fan zone, alors il y a eu des mouvements de foule. Donc il y a des mesures de sécurité à prendre, mais indépendamment de ce terrorisme, c'est-à-dire en tant que citoyen ou en tant que parent. Mais il faut essayer de rationaliser. Il y a aussi une notion dans la vie qui est fondamentale, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Dans chaque existence de chaque être humain, on ne peut pas tout contrôler. Il faut prendre conscience de ça. On vit tous dans cette incertitude, mais cette incertitude, elle existe dans chacune de nos vies. Le danger est aussi au coin de la rue, on peut se faire écraser par une voiture en traversant la rue. Donc nous devons vivre avec cette idée d'incertitude, on ne peut pas tout prévoir, tout contrôler. Et justement, les personnes qui veulent tout prévoir et tout contrôler, qui sont dans une certaine insécurité, vont avoir d'autant plus de mal avec ces événements, et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est que ça va faire appel à d'autres peurs qui sont, elles, bien plus anciennes, où elles ont besoin justement de tout contrôler pour pouvoir se sentir en sécurité.
Lesquelles ces peurs? Ça fait appel à d'anciennes peurs, vous dites? Oui, parce que vous avez des personnes, et je l'ai vu moi en tout cas chez certains patients aussi, qui sont particulièrement réactifs à ce type d'événement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vit tous, enfin on grandit avec cette notion de sécurité ou d'insécurité. Et cette notion de sécurité ou d'insécurité, elle est transmise par les parents, et notamment par le lien qu'on peut avoir, où vous avez des parents qui vont être très sécurisants, ils sont là, ils sont toujours là, ils sont présents. Mais si ce lien-là, malheureusement, est rompu ou est fragile, alors l'enfant va ressentir de l'insécurité. Et qu'est-ce que ça va produire? Ça va faire que cet enfant va se dire que le monde alentour, finalement, n'est pas très sécurisé, ni très sécurisant, voire il est menaçant. Et qui vit en danger, d'accord. Voilà, et dans ce cas-là, ce genre d'événement va réactiver ces peurs-là, c'est-à-dire qu'en effet, le monde est menaçant. En effet, tous les jours, il peut se passer quelque chose de dramatique. Docteur Jean-Michel Cohen. Oui, alors moi, je voulais intervenir sur le thème du voyeurisme parce que j'ai observé les comportements d'un grand nombre d'individus au moment de chaque attentat. Et en fait, les gens restent fixés de façon obnubilatrice sur les écrans de télé en regardant en boucle exactement les mêmes images, ce qui renforce l'imprégnation du cerveau. Et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir couper et débrancher son cerveau et sortir de l'attentat pour aller vers autre chose, parce que justement, pour chacun d'entre nous, la vie continue. Quand j'en discute avec des amis libanais qui ont vécu des situations tragiques à Beyrouth, ils disaient, eux, de façon cynique, vous savez, pour nous, 10 morts, c'était un accident, 50 morts, c'était un événement, et à partir de 150 morts, on commençait à s'affoler. Tout simplement parce qu'il y avait cette notion de prise de conscience progressive, que la vie était quelque chose de temporaire, etc. Et que surtout, ils n'étaient pas sans arrêt sur Internet, comme je le vois à l'heure actuelle. Il faut débrancher. À un moment donné, il faut débrancher. Oui, et vous avez tout à fait raison, Jean-Michel. C'est vraiment très important. Et justement, nous sommes aussi notamment très impactés, nous, en France, parce que bien heureusement, pour nous, la guerre est très loin. Nous ne l'avons pas vécu personnellement. Même nos parents, finalement, ne l'ont pratiquement pas vécu pour beaucoup de générations. Ça fait 60 ans qu'on vit dans un pays en paix. Très, très sécurisé et très en paix. Et donc, tous ces événements-là sont d'autant plus vécus de façon traumatisante que nous n'avons pas été soumis justement à cette violence. Donc, et c'est très exact, finalement. Ces images qui sont diffusées en continu créent un climat anxiogène, et pour beaucoup de personnes, c'est vraiment à proscrire, parce que ça va justement générer encore plus de peur. Alors, et justement, je voudrais intervenir sur le rôle des politiques, car quand les politiques nous disent nous sommes en état de guerre, pour les gens de notre génération, nos enfants ou même nos jeunes parents, eh bien à ce moment-là, la guerre pour eux, c'était les bombardements, les avions, le débarquement. Quelle guerre ça a à voir avec nous quand on nous raconte qu'un gars avec une voiture bélier vient défoncer les allées de Nice? Pour nous, ça ne correspond pas à la guerre, et pourtant il semblerait que ça le soit. Exactement. Anissa, vous vouliez ajouter un mot? Je voulais poser une question à Sabrina, parce qu'il y a toujours un syndrome post-attentat qui est souvent le même et qu'on voit fleurir là sur les réseaux sociaux. C'est cette théorie du complot que tout le monde relaie. Est-ce que c'est une façon de se rassurer? Parce que là, maintenant que le traumatisme est passé, on essaye tous d'y voir plus clair, et c'est un engrenage en fait. Alors, dans toute situation traumatique, le plus difficile, c'est l'absence de sens. C'est-à-dire qu'on le voit très bien lorsqu'on traite par exemple des personnes qui ont été victimes d'un hold-up ou victimes. Les personnes se disent mais pourquoi j'étais là? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Voilà, c'est l'absence de sens. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours de mettre du sens aussi sur les événements et de leur donner une logique ou un semblant de logique pour essayer finalement de se faire comprendre à soi-même pourquoi justement cet événement a eu lieu. Exactement. C'est une façon aussi de se rassurer, d'essayer de mettre du sens sur ce qui n'en a pas, parce qu'il n'y a pas de sens à cette horreur, évidemment. Exactement. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire sur continuer de vivre sans avoir peur désormais, malgré cette menace terroriste qui est là en permanence. On l'a bien compris, c'est très très malheureux à dire, mais d'autres genres d'événements de ce type peuvent encore se produire. Alors juste un dernier mot pour les personnes vraiment qui pourraient aller vers l'agoraphobie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont extrêmement touchées. Peur de la foule, c'est ça? Exactement. Il faut aller consulter, c'est-à-dire qu'il y a une autre peur qui est enfouie en vous, qui est réactivée par ces événements. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et ça se soigne? Et ça se soigne, bien sûr que ça se soigne. Donc c'est important de le dire. Ne pensez pas que ces événements aussi provoquent des phobies. C'est-à-dire que si vous devenez phobique, c'est qu'il y a un autre problème sous-jacent. Effectivement. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite du Grand Direct de la Santé. Merci d'être avec nous.